Retour sur ce plateau, je retrouve mes invités ce matin. Il s'agit de Hugues Hector Zogo et de Moubarak Assombolo. Voilà, ils sont tous deux journalistes et analystes politiques. Bonjour Hugues. Bonjour Carole, bonjour Moubarak, bonjour également aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Moubarak, c'est pour la première fois qu'on te retrouve sur ce plateau. Bienvenue. Merci de m'avoir invité. Bonjour à vous et bonjour aux amis téléspectateurs. Voilà, c'est parti. Hugues Hector Zogo, nous allons démarrer avec le quotidien, le matinal. Changement de stratégie aux terroristes, les fermes consignes de talent au chef militaire. C'est une information qui fait suite à la rencontre qu'a eue le chef de l'État avec la hiérarchie militaire. Hugues Hector Zogo. C'est exact, courant de la période d'organisation de la toute première édition des Vodou Days dans notre pays, le Bénin. Nous avions eu malheureusement à constater que des terroristes ont pu attaquer nos forces de défense nationale. Et donc, il était de bon ton que le chef de l'État, qui se retrouve quand même être à la tête de l'armée, puisqu'il est le premier commandant de l'armée, il était important qu'il puisse rencontrer les officiers, discuter avec eux par rapport à de nouvelles stratégies. Parce que dans cette guerre, je préfère utiliser les mots justes. On se retrouve aujourd'hui en guerre par rapport aux terroristes qui n'ont peut-être pas intérêt à voir notre État, le Bénin, grandir. Et donc, par conséquent, de jour comme de nuit, il ne manque pas de mettre en place des stratégies d'attaque. Et le dernier bilan a été un bilan assez lourd que nous regrettons au niveau de notre pays. Et quand ça se passe de cette façon-là, il faut assez vite revoir les stratégies qui étaient mises en place, étudier un peu les mécanismes à mettre en place pour effectivement riposter. Et je crois que cette rencontre que le président de la République, le chef de l'État, chef suprême des armées, a pu avoir avec les différents officiers sous l'impulsion du chef d'état-major des armées, le général Fructueux Kouagidi. Je pense que cette rencontre-là s'inscrit effectivement dans cette dynamique. Et nous avions vu courant semaine dernière qu'il y a eu lors de la décision du Conseil des ministres un certain nombre de réajustements. Il y a eu des entrées au niveau du cabinet militaire. Il y en a qui sont sortis, donc de la promotion aussi pour d'autres officiers. Donc tout ceci relève bel et bien de cette stratégie que le gouvernement est en train de mettre en place aujourd'hui pour permettre à nos forces de défense nationales de contre-attaquer nos ennemis et de permettre à ce que l'on puisse, à la fin du processus, parvenir effectivement à inscrire le Bénin au rang des grandes nations. Vous savez que le Bénin aujourd'hui est en train de mener des stratégies, que ce soit sur le plan économique, pour parvenir effectivement à se hisser au rang des nations qui émergent. Et donc, toutes ces stratégies-là, en fait, dérangent les ennemis. Et la période qui a été choisie, par exemple, pour parvenir à attaquer nos forces de défense nationales, c'est une période au cours de laquelle notre pays était pratiquement en fête. Et donc, la stratégie, c'était de semer de la panique, de la zizanie dans les cœurs et de ne pas permettre à ce que le Bénin puisse effectivement, à travers cette initiative, de pouvoir valoriser la culture vaudou,
de ne pas bénéficier des avantages. Donc pour moi, aujourd'hui, le chef de l'État, il a eu la meilleure attitude, échanger convenablement avec les différents officiers. Et vous savez, quand de pareilles rencontres se font, c'est souvent sans la présence de la presse. Il n'y a pas de déclaration officielle qui se fait. On a juste de bribes d'informations. Mais ce qui est important, c'est que la rencontre a eu lieu et c'est bien pour le moral de la troupe. Barak, votre lecture de cette rencontre du chef de l'État avec la hiérarchie militaire? Merci, Carole, pour la question. D'abord, je salue le chef de l'État pour cette démarche. Notre pays, le Bénin, a subi une grosse attaque depuis qu'elle a commencé déjà par lutter contre ce phénomène à nos frontières. Mais il y a une chose que, avant de cela, je dois regretter, c'est le fait que cela soit arrivé un peu tard. On dit toujours qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais j'aurais aimé, par exemple, que déjà au lendemain de cette attaque, ou au plus en 2 ou 3 jours plus tard, parce que nous savons que le chef de l'État était vraiment occupé à l'époque, à ce moment, avec les activités de beaucoup de pays. Mais j'aurais quand même aimé que ce soit juste au lendemain de ces Vodou Days que le chef de l'État convoque la hiérarchie militaire pour chercher à savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on peut faire la prochaine fois pour que cela ne soit plus comme ça. Mais je salue déjà que le chef de l'État ait fait le pas et qu'il appelle la hiérarchie militaire pour chercher à comprendre qu'est-ce qui s'est vraiment passé, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas que cela arrive de nouveau et dans l'avenir, et surtout ces réajustements qui ont eu lieu. J'aurais aimé aussi également voir le chef de l'État juste au lendemain de ces attaques affreuses qui ont coûté la vie à nos soldats. Déjà, même si ce n'est pas personnellement à travers une descente sur les lieux, comme on le voit un peu partout dans d'autres pays, pour remonter la troupe de ces soldats, au moins une vidéo à l'endroit de ces derniers leur dit: mes chers soldats, chers compatriotes, chers vaillants guerriers, nous reconnaissons ce que vous faites chaque jour pour la nation. Vous avez subi aujourd'hui une grosse perte et gardez le moral. Nous allons vaincre. Nous n'allons laisser aucun centimètre carré aux terroristes. Donc, c'est vrai que ça arrive un peu tard, mais je salue quand même l'initiative. Vous saluez l'initiative. Un quotidien vient de parler de nouvelles nominations annoncées par la hiérarchie militaire. Dites-moi, Hugues Hector Zogo, est-ce que ça veut dire que ceux qui étaient là ont failli à leur mission? Alors, c'est une question très embarrassée, parce que je ne me permettrai pas de dire que les officiers qui étaient sur place ont pu faillir à leur mission. Mais en matière de défense nationale, il y a ce qu'on appelle la rigueur en termes de stratégie. Et vous savez, le chef de l'État qui se retrouve aujourd'hui à être le chef suprême des armées, vous l'aviez lu hein, quand même à la une de beaucoup d'organes de presse pour l'apparition de ce jour, c'est des consignes fermes qu'il a pu donner, parce qu'il n'aurait pas souhaité que de pareils scénarios se revivent encore sur notre territoire. Et quand vous vous retrouvez à être chef d'état-major des armées, je parlais par exemple du général Fructueux Gbagidi, quand vous vous retrouvez à la tête d'une institution qu'est l'armée, et que le président de la République, après une rencontre aussi stratégique, vous dit qu'il a besoin que vous puissiez effectivement mettre en place les recommandations qu'il a eu à faire, et ceci de manière ferme, je pense que la bonne attitude à adopter, c'est de voir effectivement au niveau de ces officiers-là qui vous entourent, ceux à qui vous pouvez confier de nouvelles missions. De nouvelles tâches. De nouvelles tâches.
Parce que sur le terrain, c'est quand même un combat de stress au quotidien. Et donc, que ce soit les officiers qui sont sur place, que ce soit les hommes de rang qui sont sur place, je ne vais quand même pas dire aujourd'hui que c'est suivant telle périodicité qu'on renouvelle l'équipe qui est sur le terrain et qui doit pouvoir affronter les terroristes, parce que ça fait partie des stratégies internes de l'armée. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, on a compris, ou du moins la hiérarchie a compris, qu'il faut faire appel à certains officiers pour qu'ils rejoignent le camp et que d'autres se mettent encore sur le champ de bataille. Tout ça dénote quand même des nouvelles stratégies, des nouvelles orientations, voilà, qui doivent se mettre en place pour contrecarrer l'ennemi. Parce que l'ennemi est en perpétuelle réflexion. L'ennemi, tout ce qu'il sait faire, c'est de chercher à identifier des failles. Et donc, quand vous avez peut-être des officiers qui sont sur le terrain, qui ont travaillé peut-être pendant 6 mois, pendant 1 an, et que vous vous retrouvez face à des attaques de ce genre, vous vous dites, essayons de nouvelles dispositions. Donc, pour moi, ces nominations-là qui sont intervenues en Conseil des ministres, c'est sans aucun doute pour revoir un peu la stratégie interne et remobiliser la troupe sur le terrain. Maintenant, Moubarak, dans son intervention tout à l'heure, disait que ça aurait été bien, par exemple, de suivre le chef de l'État à travers une vidéo. Vous savez, les terroristes, c'est des stratèges en termes de communication. Et c'est ce qu'ils recherchent en fait le plus. Parce que vous allez voir, dès qu'il y a attaque, ils n'hésitent pas à revendiquer. À revendiquer, oui. Et c'est souvent à travers de petites vidéos qui circulent plus tard sur la toile, au point où vous vous posez même la question de savoir, mais comment est-ce qu'ils arrivent à communiquer pour que tout de suite, le monde entier puisse être au courant d'une disposition comme ça ou d'une attaque comme ça qui est intervenue. Je le dirais de cette façon assez simple. Et donc, si le chef de l'État, qui se retrouve être le chef suprême des armées, doit pouvoir intervenir juste au lendemain, et ceci à travers des vidéos, mais dites-vous que le moral de la troupe serait davantage atteint. Parce que chaque fois où les terroristes vont peut-être chercher à attaquer une de nos bases et que le chef de l'État n'aurait pas eu la possibilité de faire cette sortie-là, ça peut être mal interprété. Donc pour moi, je me dis, c'est une guerre et en temps de guerre, en temps de crise, il faut laisser la hiérarchie militaire sortir les meilleures stratégies qui s'imposent et peut-être que le chef de l'État aussi l'aurait bien voulu. Mais la hiérarchie militaire aurait trouvé que ce n'était pas opportun de pouvoir se saisir de cette période-là pour faire une pareille... Pour communiquer. Voilà, pour communiquer. Alors, Moubarak, dites-nous, quelle est votre lecture de cette nomination à la hiérarchie de l'armée béninoise? Est-ce à dire que, comme je l'ai demandé tantôt à Hector, qu'il y a eu une défaillance, quelque chose qui n'a pas marché au sein de ceux qui étaient à ces postes-là? Oui, certainement, s'il y a eu des départs et des entrées, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Mais alors, quand on me parle de défaillance de stratégie, je peux l'accepter. Mais quand on me dit qu'il y a des erreurs sur le terrain, vous savez, ça me rend un peu perplexe. Je le dis pourquoi. Lorsque nous sommes sur le terrain de guerre, si vous commettez une erreur, c'est d'abord votre vie qui en pâtit. Donc, ces militaires ou bien ces soldats qui sont tombés sur le champ de bataille ou ceux qui sont aujourd'hui sortis, remplacés par d'autres personnes, et ne l'ont pas fait à dessein. C'est certainement la stratégie qui n'a pas marché. Et c'est pourquoi le chef de l'État a voulu peut-être essayer d'autres stratèges qu'il a autour de lui, comme l'a rappelé mon ami Hugues. Il a voulu juste essayer d'autres stratèges autour de lui en enlevant ses officiers et en remplaçant ceux-ci. C'est pour dire, bon, nous avons essayé vos stratégies, cela n'a pas marché. Permettez quand même que nous utilisons d'autres personnes qui
eux également ont été dans des écoles de guerre comme vous, mais qui aujourd'hui peut-être ne perçoivent pas la situation sur le terrain comme vous. Donc permettons également à ces gens-là de faire leur preuve sur le terrain. Et juste pour revenir un peu sur la question sur laquelle Hugues est revenu, je disais que j'aimerais voir le chef de l'État juste au lendemain ou à quelques jours après les attaques. Je lui disais pourquoi. Vous savez, le Bénin a commencé déjà par affronter les terroristes sur son territoire depuis 2019. Et depuis que ces barbares ont commencé par pénétrer on commençait pas à tenter, parce qu'ils n'ont pas encore pénétré, on commençait pas à tenter de pénétrer sur notre territoire. Jamais, malgré les quelques mois que nous avons eus, jamais le chef de l'État ne s'était prononcé automatiquement le lendemain. Ce qui s'était passé le 8 ou le 9 janvier passé, où on a parlé de plus de 30 de morts, c'est lourd. C'est lourd. Pour moi, c'est lourd. Et surtout dans la période dans laquelle on était dans une période festive où les Bonudei battaient les pleins. Moi, j'aimerais aimé que, au lendemain des Bonudei, que le chef dise à ces gars, compatissent à ces gars tout simplement. C'est vrai, le chef, je crois que c'est un général qui a pris la parole à travers un communiqué pour rassurer les troupes. Le porte-parole du gouvernement également a pris la parole pour rassurer le truc. C'est quand même suffisant. C'est suffisant, je ne refuse pas. Mais avant de prendre ma parole, j'ai dit quoi? Il est le chef suprême des armées. Vous comprenez? Je ne dis pas qu'il le fera toujours, mais pour cette fois-ci, de façon symbolique. Et on l'aura compris, il a préféré parler avec la hiérarchie militaire pour revoir les stratégies. J'estime que c'est sa manière à lui de prendre les choses en main. Et c'est tout simplement ce que moi je dirais sur ce plateau. Oui. Nous allons passer à une autre information. Dans le registre politique à présent, Dynamisme Info, grâce à l'aide de Marcel, si nous pouvons retrouver ce quotidien Dynamisme Info qui titre « Silence des vétérans politiques de la mouvance, contrainte ou avantage du système partisan ». C'est une interrogation qui se retrouve aujourd'hui à la une du quotidien Dynamisme Info. Voilà, c'est déjà à l'écran. Hugues Hector Zogo. Oui, quand on parle, je vais dire, des vétérans politiques de la mouvance. Silence des vétérans politiques de la mouvance. Quand on parle des vétérans politiques, on peut quand même essayer de les citer, pêle-mêle. On a par exemple Maître Adrien Ngouegui, qui a été président de l'ancien parti politique, le PRD, qui s'est retrouvé désormais avec l'UP au cœur de l'Union progressiste de renouveau et donc qui a perdu son statut juridique. Nous avons par exemple Bruno Amoussou, tout à fait, président du PSD, si je ne me trompe, un parti qui n'existe également plus aujourd'hui. Nous avons Kola Oleigi, tout à fait, qui a été aussi président de l'Assemblée nationale de notre pays, le Bénin. Nous avons, en termes de vétérans, le professeur Mathurin Kofi Nago, qui a été aussi président de l'Assemblée nationale. Qu'on ne voit plus du tout. Oui, évidemment, qui a pris un peu du recul, sans doute, au regard de la configuration actuelle politique de notre pays. Et quand on se pose la question de savoir, est-ce que c'est une contrainte, leur silence, ou est-ce que c'est une force pour le système partisan? Je pense que le président de la République, Patrice Talon, est parvenu à atteindre un des objectifs qu'il s'était fixé et qui concerne la reconstitution de la classe politique. Parce que avant qu'il ne commence par parler des réformes politiques, en l'occurrence le système partisan, il avait porté donc ce souhait-là de reconstituer notre classe politique, parce qu'il a trouvé que notre classe politique, c'est une ancienne classe, c'est une vieille classe politique. Ce sont pratiquement les mêmes acteurs qui se retrouvent aux rendez-vous électoraux. Ce sont les mêmes qui essayent d'élire, je vais dire,
que ce soit le chef de l'État, de faire élire les différents députés à l'Assemblée nationale et même parfois les maires. Donc, il y a ceux-là qu'on peut appeler les grands électeurs. Et donc, ces vétérans-là, il y en a également du côté de l'opposition. Donc, quand on regarde un peu la configuration à la date d'aujourd'hui, on se rend compte qu'ils ont gardé un peu plus de calme. Ils ne prennent plus pour autant la parole pour s'intéresser à l'actualité politique. Mais ça ne voudrait pas dire qu'en interne, ils ne donnent pas leur avis sur des questions d'intérêt national. Ça ne voudrait pas dire qu'ils ne sont pas consultés par le chef de l'État ou même par les partis politiques de la mouvance présidentielle. Mais juste qu'on constate effectivement qu'ils ont pris du recul. Et ça, je dis, c'est une réussite pour le chef de l'État parce que quand on regarde ces vétérans, effectivement, on se dit comment est-ce qu'ils ont, en intervalle de 8 années, abandonné quelque chose qu'ils ont réalisé durant toute une vie. Oui, durant toute une vie, parce que des gens qui ont fait quand même une vingtaine d'années d'animation de la vie politique et plus même, parce que pour la plupart, ils se sont positionnés au lendemain de la conférence des forces vives de la nation de février 1990, et ils étaient toujours inscrits aux premières loges. Et donc, quand on devrait prendre une décision qui touche à la vie politique de notre pays, c'était les premiers acteurs qu'il fallait consulter. Et dès qu'ils font des sorties, dès qu'ils font une déclaration, ça animait tout un débat pendant une période assez considérable. Et quand ça vient d'eux, quand c'est des déclarations qui viennent d'eux, on se dit il faut faire foi à ce qui a été dit et par conséquent, il faut s'attendre à telle ou telle réalité les jours à pouvoir suivre. Aujourd'hui, je vais dire entre griffes qui se sont retrouvés au garage, c'est peut-être de la retraite politique. Ils n'ont pas exprimé clairement parce que normalement, quand vous voulez prendre de la retraite politique, vous avez aussi la possibilité de pouvoir le signifier pour permettre à vos compatriotes de savoir que désormais, les questions politiques, vous n'avez plus pour autant l'ambition de vous prononcer dessus. D'être au devant de la scène. D'être au devant de la scène. Donc, pour moi, le chef de l'État, il a réussi ce grand défi. Maintenant, la préoccupation particulière, c'est de savoir quand le chef de l'État va finir son mandat constitutionnel, son dernier mandat constitutionnel, et quelle sera la réaction de ces ténors de notre classe politique? Est-ce qu'ils vont toujours garder le calme tel qu'on l'observe aujourd'hui? Est-ce qu'ils vont attendre même quelques mois où on doit pouvoir connaître les différents candidats au sein des partis politiques, en l'occurrence le mois d'octobre 2025? Est-ce qu'ils vont peut-être se retrouver d'ici juillet, août, et commencer par se positionner aussi et donner clairement leur position par rapport aux différents candidats qu'ils auraient souhaité voir inscrits sur la liste ou des différentes listes des partis politiques? Est-ce qu'ils vont le faire? Ou cette discipline qu'on est en train d'observer là, est-ce que ce n'est pas aussi une discipline déguisée? Parce que ne l'oublions pas, le chef de l'État, Patrice Talon, c'est quand même quelqu'un qui, en termes de politique, a quand même une certaine carrure. Et il sait, dès qu'il veut atteindre un objectif, il sait sur quel levier appuyer. Et suivant un peu son mode de gouvernance depuis 2016 qu'il a été installé, on se rend compte que dès qu'il veut quelque chose, il met toujours en place des stratégies pour y arriver. Quand il n'y a peut-être pas des textes de loi qui le couvrent ou qui lui permettent de parvenir effectivement à avoir gain de cause, il travaille pour que l'Assemblée nationale puisse légiférer sur le secteur et que plus tard, maintenant, il revienne à la charge pour prendre ses décisions. Et dès qu'il prend la décision,
vous constatez que ce n'est pas une décision à caractère illégal. Ça suit exactement des textes de loi bien définis. Donc, est-ce qu'il y a, de par le passé, à travers le mode de gestion de ces vétérans-là, de ces leaders politiques-là, est-ce qu'il y a des dossiers qui les ont accablés? Je n'en sais rien. Parce que quand vous gérez les affaires publiques, ce n'est souvent pas chose aisée, hein. On peut tout de suite, à travers un audit, vous démontrer que vous avez outrepassé vos prérogatives, que vous aviez laissé peut-être un directeur qui a travaillé sous votre regard, vous l'avez laissé faire des options qui n'auraient pas dû être et que finalement il y a eu détournement et on vous fait porter toutes ces charges-là. C'est des choses qui peuvent arriver puisqu'on est en politique et tous les coups sont possibles. Et donc, quand ces vétérans-là, connaissant quand même qui est le président Patrice Talon, ils se disent peut-être nous ne sommes pas en mesure de pouvoir l'affronter. Et si on n'est pas en mesure de l'affronter, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de rester discipliné. Est-ce que c'est ce qui se passe? Je n'en sais rien. Je fais juste des constats, je fais juste des analyses au regard de tout ce à quoi... Des hypothèses au regard de tout ce à quoi on a assisté depuis que le chef de l'État a été élu et installé à la tête de notre pays. Mais toujours est-il qu'il y a aujourd'hui cette discipline où nos vétérans politiques ne prennent plus l'initiative de faire des déclarations par voie de presse comme ils nous l'avaient habitué. Mbarak? Oui, avant de répondre à la question, je vais rebondir sur un propos de Hugues. Est-ce que c'est une retraite? Est-ce que c'est une mise en cale forcée? Ou bien c'est pas peur d'être traqué politiquement, bien sûr, ou bien c'est une volonté juste de laisser la jeune génération également éclore? C'est la question que tout le monde se pose. Parce que lorsque nous connaissons, nous regardons le parcours de ces vétérans politiques, lorsque nous étudions la vie politique qu'ils ont menée, nous savons que ce sont des gens qui sont virils en matière de prise de position, en matière de prise de parole. Ce sont des gens qui sont tenaces, qui impactent vraiment la société, surtout sur des débats ponctuels, des débats intellectuels. Lorsque je prends quelqu'un, par exemple, comme le maître Adrien Oumbidji, sur certaines questions de l'actualité politique, qui, depuis près de 8 ans, n'a pas pu se prononcer sur. Au début, il avait commencé, mais plus tard, lorsqu'il a eu la fusion de son parti avec l'UP, et qui est devenu aujourd'hui l'UP Le Renouveau, on a constaté un silence plat, totalement plat. Et je n'ai pas compris. Est-ce qu'il y a eu des deals au sein de l'appareil d'État avec eux, qui leur ont promis peut-être restez tranquille, ne dites rien, laissez-moi gérer. Laissez-moi gérer, j'ai un cahier de charge et permettez-moi d'aller jusqu'au bout de mes idées. Si quelqu'un fait erreur de mouvoir, franchement, ça ne sera pas bon parce qu'ils le connaissent, ils connaissent le chef de l'État. Donc, c'est cette interrogation que moi j'ai actuellement. Est-ce que le chef de l'État a réussi à mettre dans la tête de ces vétérans que, bon, vous savez, vous avez fait votre temps. Il y en a qui ont fait la politique bien avant 90. Tout à fait. Il y en a qui sont à de près de 40 ans en train de faire la politique. Est-ce qu'en leur temps, c'était rose? Ce n'était pas rose au Bénin. Mais aujourd'hui que quelqu'un d'autre est venu, cette personne a une autre vision pour un nouveau Bénin, il les a peut-être rassemblés et a essayé peut-être de les convaincre du fait que laissez la balle aux autres aujourd'hui, permettez à la jeune génération d'exprimer également ce qu'ils savent faire, permettez les gamins d'expérimenter ce qu'ils peuvent faire. Sinon, si vous continuez toujours d'interférer dans la vie politique, il sera difficile à ces derniers d'éclore. Ne dit-on pas que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle? Oui, mais est-ce qu'il y a eu cette transmission? Est-ce qu'il y a ce passe de relais entre cette ancienne génération et cette nouvelle génération? Est-ce que vraiment l'ancienne génération a vraiment fini de tisser sa corde pour qu'on parle de raccordement avec la nouvelle génération? C'est pour vous dire quoi? Si aujourd'hui, par exemple, au soir de 2026, Patrice Talon partait,
est-ce que ces gens ne vont pas revenir tout de suite encore à la charge, disent qu'ils veulent encore se repositionner parce que le loup qui craignait est déjà parti. Donc il y a ces interrogations. Vous savez, par exemple, en Occident, lorsque vous finissez votre vie politique. Quand vous parlez de loup, c'est une figure de style. Bien sûr, ce n'est pas pour égratigner la personne du chef de l'État. Non, 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 non. Et ceux qui comprennent ont compris. Donc, vous savez, en Europe... Roland a l'habitude de l'appeler. Allez-y. Vous savez, en Occident ou dans d'autres pays, lorsque vous finissez votre vie politique, les gens font un communiqué. Je me retire catégoriquement de tout ce qui est politique. Jusqu'à présent, je n'ai vu aucun de ces vétérans tenir ces propos. Même Mathurin Kofi-Nago, que nous avons vu il y a très longtemps, moi je ne l'ai même plus jamais vu, même lorsque, par exemple, il y a des congrès ou des grandes réunions des grands partis politiques, on voit souvent quelques-uns. Je vois Maître souvent Adrien Oumbedi, je vois également Amoussou Bruno, mais Mathurin Kofi-Nago, je ne l'ai plus jamais vu, par exemple. Il dit qu'on a pareil. Est-ce qu'ils ont pris la retraite politique? Si vous avez pris la retraite politique, faites savoir que nous avons pris notre retraite politique. Mais si vous n'avez pas encore pris votre retraite politique, aujourd'hui, vous savez, le Bénin est en train de se reconstruire. Il y a des textes de loi qu'on touche toujours, il y a d'autres qu'on en crée toujours. Les débats sont houleux sur des questions vraiment, vraiment pointueuses sur l'avenir du pays. Est-ce que ces derniers vont se taire et laisser ce que moi j'appelle aujourd'hui, et je ne dirais pas, je ne vais pas utiliser un mot fort, ce que j'appelle aujourd'hui les gens qui ne sont pas encore mûrs en politique, définir l'avenir politique de notre pays. Donc il y a ces questions sur lesquelles on les attend. C'est pas pour... Ils viennent donc juste faire des débats d'idées. Ils viennent juste éclairer la jeune génération sur les débats d'idées. Et non, aujourd'hui, avoir des ambitions d'aller soit aux élections législatives, soit aux élections communales, ou bien à l'élection présidentielle, ils sont exclus, parce qu'il y a l'âge qui les a frappés déjà. Mais qui ne soit plus en politique avec l'ambition d'être un jour candidat pour être sur une liste ou être conseiller ou bien quelque chose. Non, 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 non. Qui soit aujourd'hui homme politique d'idées, homme politique de débat par rapport à leur lourd passé. Celui qui a fait par exemple 40 ans de carrière politique, ne me dites mettre pas leur expérience au service du développement. Voilà, de la jeune génération, sur des questions pointues. Surtout sur des questions pointues. Lorsque, par exemple, aujourd'hui, se distille dans l'opinion publique un certain troisième mandat, moi, j'aurais aimé, par exemple, que les gens comme Maître Adrien Oumbedi, Mathurin Kofi-Nago, Antoine Dikola-Wole, Amoussou Bruno, se lever et dire non, chers jeunes, là, vous voulez conduire notre pays, là, ce n'est pas normal. Nous l'avons vécu sous le régime du PRPB, mais ne permettez pas à cette jeune génération d'aller à ce niveau. Ce sont des idées même qui ne doivent même pas germer dans votre cerveau. C'est sur ces questions-là, moi, j'ai envie de les voir. Par exemple, également, même sur la question, les questions du terrorisme, lorsque, par exemple, certaines classes, certains individus se lèvent pour commencer par distiller de fausses informations, ce que ces aînés-là prennent la parole pour dire, chers enfants, chers jeunes, là où vous allez, ce n'est pas bon. Ce sont ces débats d'idées que je peux... On ne veut plus les voir sur... je vais être candidat. Non, 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 ils ont fini. Ils ont fini. Alors, Hugues Hector Zogo, quel pourrait être le rôle de ces vétérans au cours des prochaines échéances électorales? Ça va être assez déterminant. Quoi qu'on dise, on ne peut pas aujourd'hui travailler à élire le prochain chef d'État sans pouvoir les consulter. Je m'excuse de le dire de cette manière. C'est un avantage pour le système partisan. C'est un avantage pour la mouvance présidentielle. D'avoir la majorité de ces vétérans. Oui, d'avoir la majorité de ces vétérans autour de leur classe politique qui soutient bel et bien le chef de l'État qui est au pouvoir actuellement. Parce que c'est des gens qui ont vécu les différentes étapes de l'histoire politique de notre pays. Et donc, c'est des gens qui ont connu, je vais dire, la sociologie de chaque région de notre pays. Et élire un chef d'État, ce n'est pas un jeu d'enfant. Ce n'est pas comme élire un chef d'arrondissement ou élire un chef de quartier, encore moins un maire d'une commune. C'est une question d'unité nationale. Et quand on se retrouve pratiquement à la veille des élections présidentielles, il y a la question du régionalisme, qu'on le veuille ou non, qui
qui s'invite et donc qui est agité par les uns et les autres. Tout à fait. À un moment donné, il faut forcément des leaders au rang de ces vétérans-là pour calmer les tensions au niveau de nos territoires. Vous savez, quand je prends le cas de maître Adrien Rungwegi, il y a eu une élection présidentielle où il devrait se retrouver avec son challenger Boni Yayi. Tout à fait. Et les résultats le créditaient à pouvoir occuper un poste ou un rang qu'on ne lui avait pas forcément concédé. Tout à fait. Et vous savez, à l'époque, toute la ville de Porto Novo et les régions environnantes étaient quand même prêts à manifester. À manifester leur mécontentement. S'ils se mettaient dans la rue, ça aurait été un défi terrible pour la police Tout à fait. et pour l'armée. Ben, il aura fallu qu'ils demandent à ses compatriotes de cette région-là de ne rien faire pour qu'ils se soient calmés. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, qu'ils se retrouvent dans la posture de vétérans à la retraite ou qu'ils se retrouvent dans la posture de personnes ressources n'ayant plus, je vais dire, toute la chance nécessaire de se positionner ou de donner leur avis par contrainte, ce qui pourrait aussi être une évidence, qu'ils soient dans l'un ou dans l'autre des cas, ils constituent pour les élections générales de 2026 des piliers fondamentaux sur lesquels le chef de l'État doit pouvoir se positionner pour permettre à notre pays de vivre la paix. Il y a par exemple au sein de la mouvance aussi Abdoulaye Biotchane. C'est vrai que lui aujourd'hui il est au sein du gouvernement, mais il fait partie aussi des vétérans politiques de notre pays. Et donc, quand ceux-là prennent la parole, dans le Septentrion par exemple, on a le général Bihan, qui, voilà des gens qui ont quand même eu un parcours politique assez riche et qui constituent au niveau de leur région des leaders en qui les populations croient, quoi qu'on dise d'eux, quoi qu'on fasse. C'est-à-dire que dès ils ont tout simplement une notoriété. Ils ont vraiment une notoriété. On dirait que ces leaders-là se sont partagés les départements de notre pays. Quand vous prenez Bruno Amoussou, je ne vois pas ce leader-là qui pourrait lui damer le pion qui pourrait, par exemple, dans le Mono ou dans le Koufo, vouloir prendre la parole et à qui il va dire « non, attention, je ne voudrais pas que tu le fasses » et qui va outrepasser. Donc, je vais dire, tel que Moubarak le stipulait tout à l'heure, il constitue une richesse pour notre pays. Et c'est même très important qu'il soit aujourd'hui du côté de la mouvance. Et pourquoi? Parce qu'ils vont être les meilleurs acteurs à conseiller le chef de l'État. Il y a une question du troisième mandat sur laquelle beaucoup reviennent. Le gouvernement, d'abord à travers le chef de l'État même, a été clair, il n'en veut pas. La Constitution ne le permet pas. Ne lui autorise pas. Ne l'autorise pas du tout à chercher à briguer un troisième mandat. Mais au-delà, c'est toujours cette même Constitution qui est interprétée de différentes manières par des leaders politiques que nous connaissons aujourd'hui. Et donc, c'est des pièges. Le chef de l'État, c'est un humain. Il a du sang qui coule dans les veines. Il porte un très grand rêve pour son pays. Vous avez vu tout ce qu'il est en train de réaliser pendant ces 2 mandats constitutionnels. Quel Béninois ne manifesterait pas une certaine fierté par rapport à tout ce à quoi on est confronté aujourd'hui comme résultat sous sa mandature? C'est vrai, les autres chefs de l'État ont pu faire ce qu'ils pouvaient aussi en leur temps. Mais avec Patrice Talon, on a senti quand même une autre forme de dynamisme parce qu'il a parlé de rupture. On voulait effectivement savoir de quelle rupture il s'agissait.
Et il a démontré à travers ne serait-ce que le pan des infrastructures. Il y a beaucoup de secteurs sur lesquels on peut ne pas être d'accord avec lui. Quand je prends la question du respect des droits humains, par exemple, personnellement, je ne suis pas d'accord avec lui parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles je trouve qu'il nous aurait présenté un bilan Plus élogieux. au regard quand même de la carrure qu'il détient en tant que chef d'État. Mais comme je le stipulais, c'est toujours au cœur de cette mouvance présidentielle-là et toujours avec cette même constitution qui dit que du vivant d'un être humain, il ne peut faire au-delà de 2 mandats constitutionnels. Okay. Et c'est d'ailleurs le chef de l'État actuel qui a insisté à ce qu'on puisse mettre cet article-là. Sinon, ce n'était pas cette formulation qui se retrouvait au niveau de notre Constitution. Mais c'est toujours au sein de cette mouvance politique que vous aviez d'autres leaders qui font une interprétation autre. Et ça donne l'impression qu'on est en train de préparer psychologiquement les populations à accepter en fait cette nouvelle forme d'interprétation. Parce que quand vous avez les textes de loi, il y a les interprétations qui sont libres. Et donc, si le chef de l'État n'a pas derrière lui des acteurs capables de lui dire attention, là où tu vas, c'est un piège. Il ne faut pas y aller, il ne faut pas les suivre. S'il n'a pas de ces personnalités-là qui ont déjà pratiquement tout connu, qui ont déjà eu pratiquement tout, ceux dont nous parlons, que ce soit le professeur Mathurin Kofi Nago, que ce soit l'ancien président de l'Assemblée nationale, Yikola Olé, que ce soit Maître Adrien Humbegi, que ce soit Bruno Amoussou. Si c'est les honneurs, ils en ont eu. Si c'est l'argent, ils en ont eu. Si c'est les postes de responsabilité, ils en ont connu. Le seul poste auquel ils n'ont pas pu accéder, c'est le poste de présidence de la République. Justement, est-ce qu'ils ne sont pas contraints au silence ? Parce qu'ils craignent peut-être que des affaires les rattrapent, parce qu'ils ont occupé également des postes de responsabilité très rapidement. On peut se permettre de penser à ça, mais n'oubliez aussi pas que nous sommes un peuple qui sait reconnaître le mérite de nos anciens. Je ne vois pas le président Patrice Talon aujourd'hui se lever pour demander à ce qu'on puisse sortir un dossier accablant contre Maître Adrien Humbegi. Je ne le vois pas le faire à l'encontre de Bruno Amoussou, encore moins de Kola Olé ou du professeur Kofi Mathurin Nago. Peut-être que tout ça, c'est contre leur silence? Non, on ne va pas le dire de cette manière-là, parce que le dire de cette manière, ça donnerait l'impression que notre pays n'est pas un pays reconnaissant. C'est des gens qui ont tout donné. C'est des gens qui ont vécu la Révolution. C'est des gens qui ont fait des sacrifices. Vous savez, leur posture en période de crise, surtout dans les années 88 et 89, vous aviez vu comment est-ce que Maître Adrien Humbegi a quitté ce pays pour se retrouver à l'extérieur, revenir plus tard grâce à la conférence nationale. Et quand il a été élu président de l'Assemblée nationale deux fois, je crois, tout ce qu'il a pu faire, c'est quand même des gens qui ont travaillé convenablement à bâtir une histoire politique assez riche dans notre pays. Surtout pour maintenir la cohésion sociale. Surtout pour maintenir la cohésion sociale. Donc, je ne crois pas que leur silence aujourd'hui, ce soit forcément l'hypothèse de ce que c'est parce qu'on leur dit, si vous prenez la parole, on risque de sortir tel ou tel autre dossier. Très rapidement, quand même, vous êtes d'avis? On a un chef d'État assez élégant qui sait effectivement reconnaître le mérite des anciens. Des aînés. Oui, des aînés. Un chef d'État élégant qui sait comment punir élégamment également. Je dirais juste que, vous savez, le monde a horreur du vide. Lorsque vous vous taisez durant pas de 8 ans et que c'est pratiquement à la fin et que vous voulez vous exprimer, vous avez le temps de laisser un vide que quelqu'un d'autre peut-être a déjà occupé. Est-ce que ces leaders politiques, ces anciens chefs politiques, est-ce qu'ils sont aujourd'hui audibles dans la société, dans leurs régions respectives?
Est-ce qu'aujourd'hui, Vous pensez qu'ils ne pourraient pas jouer un rôle dans les prochaines échéances électorales qui viennent? Je le dis parce que, avant d'entamer mon projet, je dis quoi? Le monde a horreur du vide. Lorsque durant 8 ans, vous vous êtes tué et que les gens se sont esforcés de se battre, de vous remplacer. Vous savez, moi, j'ai interrogé par un certain leader politique jeune à qui j'ai demandé, bon, toi, tu es leader dans telle région, mais est-ce que tu as pris la peine quand même d'aller rencontrer tel leader, tel ancien leader pour dire, bon, échangeons sur les questions d'actualité. Comment est-ce que tu vois? Il me dit, Moubarak, j'ai essayé, mais il m'a dit, moi d'abord, je n'ai pas envie trop de me prononcer sur ces questions, je vais d'abord rester à l'écart. Lorsque vous tenez par exemple de ces discours à des jeunes qui ont travaillé durant 8 ans déjà pour exister d'abord sans votre intervention et qui ont eu le temps de se faire un nom, et de lancer tout ce qu'ils peuvent au sein de leur région, vous pensez que c'est à la fin, lorsque par exemple le chef de l'État dit bon, et les élections sont lancées, ils vont dire quoi aujourd'hui? Ils vont dire quoi? Attention, hein. Je ne dis pas que... Attention, je le dis. On a en face quand même des leaders qui ont travaillé pendant plusieurs décennies. Et si les jeunes d'aujourd'hui qui se retrouvent dans la classe politique ne vont pas à l'école de ces leaders-là, s'ils ne vont pas apprendre, même si ces leaders continuent de garder le silence par rapport à un certain nombre de sujets d'actualité, il ne faudrait pas penser un instant que le jour où ils prendront la parole, que ça passerait inaperçu. Je vais vous donner un exemple très simple. Laissez-le poursuivre ses idées, je vais vous redonner la parole après. Ça ne passera pas inaperçu. Mais ça nous rappelle le poids que cela aurait si ils avaient l'habitude de prendre la parole sur des questions d'idées. Je le précise toujours, pas sur des questions de positionnement, non, sur des questions d'idées, sur des débats d'idées très très pointus qui engagent parfois notre pays sur des sentiers qui sont vraiment durs. Par exemple, lorsqu'il s'agissait de voter le code électoral, vous avez vu tout le bruit que cela fait. Nous, les médias, à travers les groupes, nous avons vu tout le tollé que ça fait. Mais personne de ces leaders n'a intervenu pour dire chers députés, chers anciens collègues, parce qu'il y en a qui sont encore collègues, qui ont fait 20 ans de carrière parlementaire, qui sont encore toujours au Parlement. Non, n'allez pas sur ce terrain, faites ci, faites ça. Vous vous rappelez, en son temps, nous avons fait ci, ça n'a pas donné, voilà. Mais qu'aujourd'hui, on me dit qu'on attend la fin pour que ces gens-là se prononcent. Ils peuvent se prononcer, se faire entendre. Mais vous pensez que ça n'aura pas le même effet? Ça n'aura pas le même effet qu'hier. Je peux me tromper. Attention. Je peux me tromper. Attention, moi je pense voilà tout le vie qui contraire. divise. Oui, vous avez fini Moubarak très rapidement. Oui, je pense tout le contraire. Je ne le dis pas pour exprimer clairement que c'est des leaders incontournables. Ce n'est pas ça la démarche. Mais je voudrais quand même dire que ne serait-ce que ces 4 personnalités, ces grandes figures dont nous venons de faire allusion, il y en a encore d'autres, bien évidemment. Dès que ces figures-là se retrouvent à prendre effectivement la parole, en ce moment précis où on se retrouve, s'ils arrivent à prendre la parole et s'ils vont dans une même direction, je vous assure, s'ils sont contre le chef de l'État, Patrice Talon, bien que nous ayons eu des résultats aussi plausibles, si le chef de l'État, Patrice Talon, oriente le peuple par rapport à son dauphin et que ces leaders regroupés ne sont pas d'accord et faisaient un autre choix, je vous assure que la bataille va être une bataille très difficile pour le chef de l'État. Les jeunes que nous avons aujourd'hui, c'est un fait. Ils font partie de la nouvelle classe politique, mais ne nous leurrons pas. C'est pour la plupart des gens qui n'avaient forcément pas un travail. Prenez la peine de regarder effectivement ceux-là qui se sont retrouvés à l'Assemblée nationale, que ce soit la mandature finançante ou la mandature actuelle. Vous vous rendrez compte que c'est des gens, c'est une génération spontanée, je le dirais de cette manière. C'est une génération spontanée. Et le chef de l'État, en faisant ce choix-là, il savait très bien que c'est un choix qui allait payer pour lui. Parce que entre quelqu'un qui détient suffisamment de moyens financiers, que vous positionnez et qui a la possibilité d'intervenir tout le temps, et quelqu'un qui n'avait absolument rien, aucune expérience politique, à la limite, mais qui a pu se faire élire parce que les tests de loi lui ont permis de se retrouver à ce poste-là, mais lui va rester loyal.
Parce qu'il connaît son passé. Il sait que dès qu'il quitte le carré mis en place là, dès qu'il quitte ce carré politique, que derrière, il n'a absolument plus rien. Et il sait également que dès qu'il quitte ce carré politique-là, il pourrait à tout moment être rattrapé par des faits et se retrouver peut-être devant les juridictions. Et donc, il devient, en fait, est-ce que je vais parler de loyauté? Je ne parlerai pas de loyauté, parce que la loyauté, en fait... de reconnaître. Non, c'est-à-dire que la loyauté recommande que ce soit de bon cœur, oui. que vous-même, vous puissiez prendre la décision de rester à travailler à un certain nombre de principes. Mais là, on sent une contrainte. Merci. C'est une contrainte pour la plupart de ces acteurs politiques-là aujourd'hui. Quand vous les regardez, parfois vous vous dites, bah, est-ce qu'ils croient en ce qu'ils font? Est-ce qu'il y a une sorte, est-ce qu'il y a une conviction derrière? Mais pas forcément. Mais parce qu'ils ont eu la chance de se faire élire par un système juridique favorable, ils sont tenus donc de respecter ce que le chef de l'État leur demande. Contrairement à ces leaders dont nous sommes en train de parler et qui ont quand même eu du parcours, qui ont eu non seulement le temps de s'imposer, mais qui ont affronté des chefs d'État en exercice, qui ont effectivement connu des échecs politiques, mais qui se sont relevés. Et donc, quand ceux-là vont encore se retrouver, attention, il y a un truc avec lequel il ne faut pas jouer. Les populations béninoises ne sont pas dupes. Et c'est des populations assez matures qui savent aujourd'hui que le chef de l'État, c'est vrai, il porte une vision assez grande pour notre pays, mais il y a des leviers sur lesquels cette population-là n'est pas du tout d'accord. Et mieux, vous allez constater que la plupart de ces leaders de la mouvance présidentielle, c'est des gens qui se présentent comme des suffisants. Ils ne sont pas assez ouverts aux critiques. Dès qu'on veut dire que le chef de l'État a commis l'erreur sur peut-être tel dossier, systématiquement, on vous porte l'étiquette d'un opposant. Tout comme si le citoyen que vous êtes, vous n'avez pas cette possibilité, cette liberté de dire oui, le chef de l'État sur ce dossier-là a failli, on aurait souhaité quand même qu'il puisse faire ci, qu'il puisse faire ça. Très rapidement pour boucler cette rubrique. Oui, je dirais simplement que ils ont eu tort de garder le silence durant près de 8 ans. Non, je vais toujours le dire parce que j'en connais un qui n'est pas de la tombe de Maître Adrien Oumbédié, du professeur Mathieu Kofi Nago, à qui souvent j'ai envie de changer, j'ai envie de faire des interviews. Avec qui? Avec qui j'ai envie souvent de faire des interviews, avec qui j'ai envie... Il me dit non, 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 si c'est on va parler entre nous, il n'y a pas de problème, mais que tu publies une interview classique, non, 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 je ne veux pas. Et c'est ça, mais vous avez une expérience, lorsque j'échange avec vous, je sens que sur des questions d'actualité, lorsque on échange en offre, vous sortez de la matière, mais pourquoi ne pas permettre, redoutable, pourquoi comme ne pas le dit permettre que le peuple, pourquoi ne pas permettre que le peuple apprenne de vous, pourquoi ne pas permettre que ces jeunes politiques, que mon ami Hugues dit bien, qui font ce travail par contrainte, pourquoi ne pas apprendre de vous et corriger par une de ces erreurs? Il me dit non, 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 voilà, oublie ça là, et il faut laisser nos cas faire les trucs. C'est ça. Merci à vous. On vous aura compris, Mbarak. Merci Hugues Hector Zogo.